Soyez les bienvenus dans Rue de la République avec un nouvel invité ce dimanche, Anthony Crémeyer. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le maire du 2e et 3e arrondissement Printemps Marseillais. C'est ça. À Marseille, je suis aux côtés de Léo Purguette pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour Le Léo. président et le directeur éditorial de la Marseillaise. Tout ça dans une même personne. Alors, on a une actualité qui est foisonnante évidemment sur votre secteur, qui est un des plus défavorisés de Marseille. Vous avez du boulot, j'imagine. Mais j'aimerais qu'on parle quand même de la loi PLM dont on a franchi un palier cette semaine. Alors, si on schématise, la gauche marseillaise est pour, la droite est contre, en parlant de tripatouillage électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes maire d'arrondissement, ça veut dire que vous n'existerez plus quand vous êtes si la branche sur laquelle vous étiez assis? Non, je crois qu'absolument pas. Finalement, je crois que c'est pas un débat entre la gauche et la droite. C'est est-ce que Marseille, Paris et Lyon reviennent dans une situation démocratique normale, comme les autres villes en France, ou est-ce qu'on reste avec un statut particulier hérité de 82 ? Je crois que pas mal de Marseillais, je crois que un des derniers sondages qui a été publié par la presse le relève, 88% des Marseillais sont pour voter directement pour leur maire. Je crois que c'est quelque chose de normal, une personne égale une voix. C'est ce qu'on a appris à ces jeunes et finalement, ça serait qu'un retour dans le giron démocratique pour Marseille, Paris et Lyon. Donc, moi, est-ce qu'il n'y a pas une crainte sur la proximité, la perte de proximité ? Non, absolument pas. Les mairies de secteur seront conservées. Les gens continueront à s'exprimer et à voter pour leur maire de secteur. Donc, je crois qu'au contraire, il n'y a pas de perte de gestion de proximité. Bien au contraire, je crois que c'est un retour à une démocratie plus directe, quelque chose de plus lisible pour les électeurs et de plus simple. Donc, moi, à titre personnel, j'y suis favorable, pas parce que ça favoriserait tel ou tel camp, mais parce que c'est une réalité démocratique qui est incontestable, un Marseillais égale une voix. À Paris, c'est un peu à fond renversé quand même. Il semblerait que par opportunité électorale, C'est souvent ça quand même. la gauche soit contre et la droite soit pour. électorales. C'est pour ça que c'est assez simpliste de dire il y a la gauche pour, la droite contre. Selon les villes, on peut être pour ou contre. Selon notre sensibilité, on peut être pour ou contre. Donc c'est pour ça que moi je crois que c'est plutôt de se placer du côté d'une simplification en tout cas de cet exercice démocratique qui est la municipale à Marseille. Vous y serez en 2026 sur la liste a priori de Benoît Payan? Oui, je devrais y être. En tout cas, je devrais être présent sur cette liste. Je me suis investi très tôt en politique. Et donc oui, pour moi... Alors, quelle liste? Parce qu'on a envie de vous dire, Benoît Payan connaît la tête d'affiche, visiblement, vous allez vous ranger derrière lui. Mais quoi, avec vos amis encombrants de la France Insoumise, qui menacent de se présenter de leur côté, avec les écolos, dont on ne sait plus vraiment s'il y a un seul ou deux groupes. Ouais, moi non plus, mais je crois que sur la question de la France Insoumise, vous avez vous-même répondu à votre question. Quand on pratique la violence verbale, comme ça peut être le cas de quelques insoumis, je crois qu'ils s'écartent eux-mêmes du rassemblement que nous avons initié en 2020. Nous, nos bras sont ouverts, notre main est tendue. Tous ceux qui souhaitent que cette ville continue à changer, tous ceux qui souhaitent transformer, encore une fois, pendant un nouveau mandat durablement cette ville, sont le bienvenu avec nous. Il n'y a pas de doukase vis-à-vis de quelconque force de gauche. Nous avons été capables de construire un nouveau front populaire. Nous avons été capables de nous rassembler avec des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous. Ensuite, encore faut-il que ces personnes veuillent eux-mêmes s'insérer dans un collectif. Ils ne jouent pas le rôle de l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Moi, je crois que les gens qui manient l'insulte et la provocation n'ont rien à faire dans un rassemblement bienveillant et démocratique. C'est une question de personnalité ou c'est une question d'idée? Je crois que c'est une question d'approche politique et de conception de la politique. Moi, il y a des militants de la France Insoumise avec qui ça se passe très bien. Je parlais notamment du cas d'Hendrik Davy, qui a longtemps été membre de la France Insoumise et qui a toujours été proche du Printemps Marseillais. En tout cas, qui a toujours été quelqu'un avec qui on a pu parler. Je crois que les relations se sont... Et c'est Emmanuel Bompard qui est élu dans votre secteur? Oui, c'est Emmanuel Bompard, avec qui les relations sont d'ailleurs plutôt cordiales, qui est plutôt quelqu'un d'assez correct d'ailleurs, avec qui ça se passe plutôt bien, qui n'est pas quelqu'un qui manie l'insulte et la violence verbale en tout cas. Alors, on va parler bilan, évidemment, à moins que vous préfériez parler du Rassemblement National, qui est l'autre tête d'affiche. C'est vous le patron, évidemment. On fait dans quel ordre? On fait peut-être le Rassemblement National, on va s'occuper du Rassemblement National, dont on dit que la tête de liste pourrait être Franck Alizio, qui reviendrait avec un petit parachute de Marignane jusqu'à Marseille. Est-ce que vous le craignez, le RN, quand même, qui fait des forts scores dans Marseille, pas forcément dans votre secteur, mais est-ce que c'est un danger pour vous et pourquoi? Pour moi, c'est le principal danger à Marseille, électoral.
D'où la nécessité d'ailleurs d'opérer le rassemblement le plus large possible. Il y a un vrai risque que le Front National prenne cette ville, non pas parce que notre bilan est mauvais, parce que moi je trouve qu'il est très bon, mais parce que le Front National est en expansion depuis des années, sans que personne n'ait pu y faire grand chose finalement, que ça soit à Marseille ou que ça soit au niveau national. Je crois que la popularité du maire permet de contrer, en tout cas, le maire est un rempart sérieux contre le Front National. Ensuite, on doit nous y mettre tous les ingrédients nécessaires pour essayer de l'aider dans sa tâche. Donc oui, le Front National est pour moi le principal danger à Marseille, et c'est dur de dire ça quand on connaît la ville de Marseille, comment elle s'est constituée. C'est assez triste de noter ça. Après, je crois que Jean-Marie Le Pen, en 88, était premier déjà à Marseille. Hein. Donc c'est pas nouveau. Je crois qu'il avait même rempli le stade Vélodrome. Surtout dans les années 80, il avait rempli le stade Vélodrome. Hein. Est-ce que vous avez été choqué par les manifestations du RN en contradiction avec les décisions de justice ? Est-ce que ça vous inquiète ? Ouais, il y a un petit parfum des années 30 quand même. Hein. Il y a un petit parfum des années 30. Et contre les juges rouges, on manifeste contre la justice. Je crois que ce débat, le Front National est assez habile en disant c'est la démocratie. Oui, mais la démocratie, c'est pas seulement le vote. C'est pas parce que Marine Le Pen est favorite aux élections. Démocratie, c'est un équilibre. C'est aussi des contre-pouvoirs. C'est aussi un équilibre entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. C'est aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire. C'est ça la démocratie. C'est pas seulement je suis en tête des sondages et je fais ce que je veux. Ça, c'est un peu trop simple. Donc je trouve que Marine Le Pen a été assez habile en réduisant la question autour de sa condamnation. Oui, je suis populaire, je suis favorite dans les sondages et donc je peux faire ce que je veux, je peux pas être inéligible. C'est pas ça la politique. La politique, c'est plus compliqué que ça. C'est aussi un équilibre. Et la démocratie, c'est aussi un équilibre. Vous avez beau être populaire, vous avez beau être favori des Français, ça ne vous empêche pas de devoir respecter les règles collectives. Sur Franck Alizio, ça vous surprendrait qu'il revienne ? Non, après je crois qu'il est marseillais, je crois qu'il est allé à Vitrolles pour se faire élire confortablement. Après c'est ses choix. Hein. Il aurait pu se faire élire à Marseille, mener un combat difficile, il a préféré aller mener un combat plus facile dans le département. S'il souhaite venir à Marseille, qu'il se rappelle au bon plaisir de Marseille, il est le bienvenu. Non, il n'est pas le bienvenu, mais en tout cas c'est son choix. Comment vous avez compris le sabordement du groupe RN au conseil municipal ? Je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai vraiment pas compris. Je ne l'ai toujours pas compris. Ce qui se dessine, c'est un je crois que là-dessus, on est dans une guerre Ravia-Alizio ancienne, c'est pas violente. facile parce que la popularité de Stéphane Ravier reste importante. Ce qui se dessine, c'est donc un combat également avec Martine Vassal, qui de plus en plus fait figure de favorite. Comment est-ce que vous jugez ça en ce moment ? C'est pas une love story, mais c'est quoi ? C'est une bromance, une romance favorite à droite. À droite, oui. Dans les sondages, c'est pas elle qui est favorite. Oui, on n'y est pas encore, on a le temps encore un peu, effectivement. Qu'est-ce que ça peut dire alors du coup parce que bon, les fleurets sont mouchetés en ce moment là, ça se passe bien avec la métropole. Je crois qu'il n'y a pas forcément d'interprétation politique à avoir. Les prises de position récentes de Martine Vassal, d'ailleurs, nous éloignent considérablement d'elle. Sa sortie... Sur les valeurs du RN. Sur les valeurs, sur le Front National, je crois que c'est assez clair, et d'ailleurs elle l'assume, et elle a raison d'ailleurs de l'assumer, c'est tout à fait respectable. Non, je crois qu'on est sorti d'une séquence post-municipale, ou peut-être que Martine Vassal n'a pas forcément accepté que nous ayons gagné, peut-être que nous n'avons pas été assez conciliants, et considérant que nous avions gagné, nous allions faire ce que nous voulions. Ça a été compliqué au démarrage. Aujourd'hui, nous travaillons en bonne intelligence avec la métropole. La métropole n'est pas une collectivité, c'est un EPCI, et donc elle ne doit pas faire de politique, elle doit être au service des communes, et donc quand la mairie de Marseille lui demande un tramway vers les quartiers nord, elle doit faire un tramway vers les quartiers nord. Donc un établissement public de coopération intercommunale. Oui. Oui, c'est pas une collectivité. Pour les auditeurs. Mais justement, ça nous amène effectivement à la question des transports, qui est assez centrale. Martine Vassal nous annonce une révolution des transports. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet intitulé ? Est-ce que pour votre secteur, il y a des choses fondamentales qui vont changer ? On sait qu'il était extrêmement mal loti de ce point de vue-là. Je ne sais pas si on peut parler de révolution. En tout cas, d'évolution, ça c'est sûr. De révolution, pas forcément. On construit des tramways en 2026. C'est pas forcément la révolution. On avait 40 retards. Voilà. 40 ans de retard, ils ne sont pas à mettre forcément toujours au crédit de Martine Vassal. Mais c'est pas ce que je dis d'ailleurs. C'est pas ce que je dis. Mais la ville a structurellement 40 ans de retard. On rattrape les 40 années de retard. Donc c'est pas forcément une révolution. En tout cas, c'est une évolution salutaire, nécessaire. Le plan de transport avance, j'en suis heureux. Martine Vassal nous a écoutés, elle est consciente du retard structurel de cette ville, et les choses avancent, et donc
Moi, je la félicite. La métropole fait son travail. Elle est là pour faire des transports. Elle fait des transports, dont acte. Félicitations à Madame Vassal. Le tracé vous convient en direction de la Belle de Mai avec la rue Loubon, etc. On sait que ça fait pas forcément l'unanimité chez Non, les... il n'y a pas de débat. C'est pas un débat politique. C'est un débat plutôt technique là-dessus. C'est pas forcément. On a tout de suite eu le choix et il n'y avait pas le choix de Martine Vassal et notre choix à nous. On a essayé de faire un choix en bonne intelligence pour qu'il y ait le moins de destruction possible et que cette ligne permettre de desservir le plus de monde possible. Ce qui n'est pas forcément lié. C'est compliqué de ne pas beaucoup détruire quand on veut beaucoup desservir. Surtout quand on est déjà dans du bâti ancien. Et donc, on a essayé ensemble, on a mis près d'un an à essayer de se mettre d'accord les uns et les autres pour que ce tramway ait le meilleur impact possible sans forcément détruire l'intégralité du noyau villageois de la Belle de Mai. Je crois qu'on s'est dirigé vers la solution la plus intelligente possible. En tout cas, toutes les options sont sur la table, notamment le passage sur une voie au niveau du village de la Belle de Mai. Pour qu'on puisse avoir à la fois un tramway qui desserve les habitants de la Belle de Mai, et pas que, mais aussi le 13e et le 14e, et qui préserve ce merveilleux village de la Belle de Mai. Alors sur le secteur en lui-même, on dit souvent que la ville de Marseille est coupée en deux. On a l'impression que le secteur aussi se coupe un peu en deux, avec d'un côté le deuxième qui est de plus en plus embourgeoisé, et puis de l'autre côté la Belle de Mai, le troisième qui est assez paupérisé. Voire même peut-être l'arrondissement le plus pauvre de France. Et on a même parlé d'Europe à une moment. Moi, je veux pas schématiser comme ça. J'ai des coins. Vous savez, quand il y a des coins dans le Panier, il y a des coins à la Joliette, ou même sur le Vieux-Port, où j'ai des poches de pauvreté. Et j'ai des espaces plutôt apaisé, plutôt pacifié sur les hauteurs de la Belle de Mai, aux alentours de la Friche. C'est plutôt sympa d'y habiter. Vous avez des petites maisonnettes. On est vraiment dans un village, il y a des coqs qui se promènent. On dirait quasiment qu'on est à la campagne. Donc moi, j'ai pas forcément ce schéma. Les gens ont collé très souvent sur le 3e arrondissement et c'est normal. D'ailleurs, on décrit aussi une réalité. Mais cette étiquette de quartier le plus pauvre d'Europe, moi, je suis pas forcément... Bien sûr qu'il y a des difficultés, mais c'est un quartier... Ce sont des quartiers qui ont un potentiel immense. Et le quartier de la Belle de Mai reste le centre-ville et ça reste aussi une des destinations favorites en tout cas des Marseillais qui aiment ce type de quartier, mais aussi de pas mal de touristes. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à la Belle de Mai parce que vous avez aussi un autre Marseille à la Belle de Mai. Et Marseille, c'est pas seulement Malmousque et les couchers de soleil au Tuba Club. Marseille, c'est aussi la friche de la Belle de Mai, c'est aussi le Couvent-Levat, c'est aussi le comptoir de la Victorine, c'est aussi la Belle de Mai, c'est aussi Kléber, c'est aussi ça, c'est une autre face de Marseille. Et moi, c'est le Marseille que j'aime. C'est le Marseille qui fait aussi l'âme de cette ville. C'est l'âme de cette ville, la Belle de Mai, finalement. Marseille, c'est pas que la carte postale. Et quand on aime cette ville, on est souvent pas lassé parce qu'on se lasse jamais de la carte postale. Mais Marseille, on est quelquefois quand même loin de la carte postale parce que vous avez des problèmes évidemment de sécurité comme le centre-ville de Marseille, des problèmes d'insalubrité également. La droite va faire campagne sur ça. Le RN sur l'insalubrité, vous pensez qu'ils vont faire campagne la droite? Oui, ça c'est la métropole. Voilà, parce que moi, si j'étais eux, je serais assez discret. Mais chacun se renvoie la balle. On va pas rentrer dans ce débat. Là, c'est pas question de se renvoyer la balle. Je crois que les compétences sont assez bien établies. Oui, mais les Marseillais le savent pas de toute façon. Donc, mais c'est un problème parce que je crois que c'est Chevènement qui avait fait ce transfert-là. Moi, c'est ce que je leur explique aux gens. Vous savez que c'est depuis 2001, je crois 2000 ou 2001, que ça a été transféré à la métropole. Il y a même des gens qui travaillent à la métropole qui disent qu'ils travaillent à la ville encore. Ils disent mais moi je travaille à la ville. Non, toujours je travaille à la métropole. Quoi qu'il arrive. Sur la sécurité par exemple, parce que votre secteur est touché, il y a des points de deal évidemment. Vous tentez de les résoudre. Qu'est-ce que vous avez à dire aux habitants et en quoi est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui dans le 3e et dans le 2e arrondissement? Sur la sécurité, pour moi c'est une priorité. J'ai pas de tabou là-dessus. Moi je considère qu'on peut pas développer un quartier sans sécurité. Et les premières personnes qui viennent me parler d'insécurité, ce sont les personnes les plus pauvres. Parce que quand vous habitez Roucas-Blanc, vous avez les moyens de vous protéger, mais quand vous habitez à la Belle de Mai, vous n'avez pas les moyens de vous protéger. Donc moi, je voudrais sortir du schéma les angéliques, les laxistes. Moi, je crois que c'est un schéma qui est maintenant ancien. Et moi, je voudrais plutôt, au contraire, que la gauche puisse se remparer de ces questions-là, parce que moi, mon quotidien, c'est des personnes qui sont pauvres et qui souffrent de ces questions-là. Donc déjà, je voudrais évacuer ça. Ensuite, sur la question de la sécurité, dans la mesure où c'est pas un tabou pour nous, je crois qu'on avait 400 policiers municipaux quand on est arrivé, on en a aujourd'hui 650. On en aura 800 à la fin du mandat, mais ça ne sera pas suffisant. Il faudra encore augmenter le nombre de policiers municipaux. Moi-même, je vais ouvrir une antenne de la police municipale sur la rue Loubon, juste à côté de la bibliothèque et juste à côté de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire ? La réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas développer. Moi, je ne peux pas construire une médiathèque et investir 20 millions d'euros pour une médiathèque s'il n'y a pas de sécurité. Voilà, si j'ai des étudiants qui viennent et qui se font dépouiller quand ils viennent acheter des livres. On ne peut pas faire une école et un parc juste à côté si j'ai pas de sécurité. Si les mamans d'élèves, quand elles sortent du parc, de l'école avec leurs enfants, elles vont pas dans le parc. Moi, j'ai besoin qu'elles aillent dans le parc et qu'elles occupent. Donc pour ça, j'ai besoin qu'elles soient sécurisées. Et donc, vous voyez, tout ça est très logique finalement. Mais la sécurité, c'est une des conditions
à la réussite dans cette ville. Et donc pour moi, c'est toujours un préalable, la question de la sécurité. Donc oui, on avance, oui, on essaie de faire des choses. Je prends l'exemple de la butte Saint-Mauron où j'ai eu pas mal de problèmes au niveau d'un point de deal. On investit énormément. On est en train de rénover le plateau sportif Édouard Vaillant. On est en train d'investir dans la rue du Jet d'eau, qui est une rue célèbre à Marseille. On est en train de faire un café des femmes. On rénove le comptoir de la Victorine. On a refait l'école. Bon, on fait tout ça, mais on a besoin de sécurité. Parce que si j'ai un point de deal à l'entrée qui empêche les gens de venir, ça sert à rien d'investir. Une question qui préoccupe beaucoup les Marseillais, c'est la question du logement. On sait qu'il y a une pression très forte qui a été exercée par Airbnb. Quel bilan tirez-vous des premières mesures qui ont été prises par votre municipalité? Et je crois que vous allez aller aussi plus loin sur la question du permis de louer. Airbnb, quand ça a été créé, c'était pas ça. Airbnb, c'était, moi je voulais partir en vacances, j'avais pas trop de sous, je disais bon, mais si je pars en vacances, finalement, je vais louer mon appartement, je vais le mettre sur Airbnb, ça va me faire une rentrée d'argent et ça me permettra de financer mon voyage. Moi, quand j'étais jeune, j'avais fait ça en fait. Ça, c'était Airbnb, c'était l'économie collaborative, c'était une économie de gauche, quoi, genre en schématisant. Bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, on est sur des investisseurs qui viennent et qui s'assurent une rentabilité en achetant 1, 2, 3, 4 appartements. C'est même pas des Marseillais, hein. C'est la limite, c'était Marseillais. Vous avez des Polonais ou des gens de... Des gens de Mexico. Mexico. Le mec de Mexico qui veut acheter un appartement pour faire du Airbnb, des Parisiens en voiture. Voilà, je veux pas être dans le schéma, les Parisiens qui viennent voler les maisons des Marseillais. Mais quoique. Après, il y a le petit investisseur. Vous êtes un petit Marseillais, il a une petite retraite, il achète, il essaie à la limite. Mais finalement, c'est plus ça. Finalement, on est vraiment devenu dans une économie de rentabilité capitalistique absolue, quoi. Donc nous, face à ça, on a prévenu. Moi, c'est-à-dire que je refuse systématiquement les Airbnb dans les 2e et les 3e arrondissements. Mais on est allé plus loin, on a réduit le nombre de nuitées, et là, vous m'avez vu jusqu'à même venir cisailler les boîtes à clés. Parce que Airbnb, à la base, c'était quoi Airbnb? Vous rencontriez quelqu'un, tiens, je te laisse mon appartement, vous alliez dans un pays, tiens, je te file les bonnes adresses, ma maison elle est comme ça, il y avait une vie dans la maison. Aujourd'hui, vous arrivez dans des maisons Ikea, il y a des boîtes à clés, vous rentrez, vous voyez plus personne, c'est plus ça, quoi, c'est quasiment des hôtels, quoi, maintenant. Donc on n'est plus du tout dans l'esprit initial d'Airbnb, on est complètement dans autre chose. Donc moi, oui, au Airbnb, à l'esprit initial d'Airbnb, mais ce qui est devenu Airbnb, on est dans du capitalisme pur. Et du coup, ces maisons se retrouvent actuellement sur le marché, ça le déséquilibre un peu. Vous pensez que ça va se rééquilibrer à un moment donné? Moi, après, je suis pas là pour essayer voilà. Moi, vous après, avez un rôle quand même, la municipalité, en matière de logement. Bien évidemment qu'on a un rôle en matière de logement. Moi, je veux qu'il y ait le plus de logements possible qui soient disponibles pour les Marseillais. L'avantage d'Airbnb, c'est que les gens, quand ils achètent un appartement, ils le rénovent. Ce qui n'est pas forcément le cas des marchands de sommeil. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. J'ai aussi le problème des marchands de sommeil. Donc voilà, il faut qu'il y ait une forme d'équilibre. Il faut que le marché retrouve un petit peu de stabilité. Le marché immobilier retrouve un petit peu de stabilité à Marseille. Mais vous savez, c'est une situation compliquée. Beaucoup de logements vides à Marseille sont vides. J'entendais certains, à gauche notamment, qui nous disaient qu'il faut réquisitionner le logement vide à Marseille. Mais vous savez ce que c'est le logement vide à Marseille? C'est pas Roucas Blanc en fait. C'est les copropriétés dégradées où plus personne ne veut aller, qui sont en train de s'effondrer. C'est ça le logement vide à Marseille. Vous croyez vraiment qu'il y a beaucoup de logements vides au Roucas Blanc? Il n'y en a pas en fait. Les logements vides, ils sont dans mes quartiers, au fin fond du 3e arrondissement, dans des bâtiments qui sont en train de s'effondrer. C'est ça le logement vide à Marseille. Alors Anthony Crémeillère, il faut qu'on aille sur les questions nationales et internationales. Assez rapidement. Damo, sur le permis de louer qui arrive. Oui, pour moi, c'est une très bonne chose, c'est nécessaire, c'est indispensable. Bon travail avec la métropole. Très bon travail avec la métropole, on le demande depuis le début, la métropole l'a fait. Banco. Vous vous êtes engagé très jeune dans la famille socialiste, il y a un congrès qui arrive bientôt. Ouais. Est-ce que vous allez avoir un candidat dans ce congrès? Moi, je soutiens à titre personnel, je soutiens Olivier Faure. Si Olivier Faure n'avait pas été là, il n'avait pas fait les choix et le revirement nécessaire du Parti socialiste, il n'y aurait sûrement plus de Parti socialiste aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis reconnaissant à Olivier Faure de ce qu'il a fait pour ma famille politique, du courage politique qu'il a eu à ce moment-là. Ensuite, on peut toujours critiquer la gestion d'un homme. Elle peut être critiquable. J'ai pas toujours été d'accord d'ailleurs avec Olivier Faure, mais en tout cas, c'est un capitaine de navire qui nous a permis d'être fiers. Et il nous a permis de redevenir fiers d'être socialistes. Et rien que pour ça, ouais, je lui dis merci Olivier. Une réaction à la proposition d'Emmanuel Macron de potentiellement reconnaître l'État de Palestine en juin? Moi je suis favorable, il était temps. Il était temps pour qu'un pays comme la France reconnaisse enfin l'État palestinien. Alors moi j'ai un mot quand même à vous demander également sur la manifestation avec les épiciers de nuit, donc vous avez effectivement, oui, vous souriez parce que ça devait pas être très marrant devant la mairie chez vous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces épiciers là? Est-ce qu'on choisit déjà vous avez compris qu'ils n'étaient pas épiciers. Les gens qui travaillent le soir, on interdit ou pas? Ou c'est plutôt les nuisances? C'est écrit d'ailleurs dans le journal ce matin. J'ai rarement vu une manifestation d'épiciers sans épiciers en fait. Bon, ça c'est autre chose. Mais sinon, on préserve la tranquillité des riverains, c'est ça? Moi, que les gens puissent
que les gens puissent gagner leur vie, j'y suis tout à fait favorable. Puis ça reste un travail, c'est des gens qui se tuent à la tâche. Mais globalement, quand ce travail-là engendre trop de nuisances, il faut arriver à y mettre fin. Moi, j'ai toujours privilégié le dialogue avec eux. Toujours privilégié le dialogue. Vous n'avez pas forcément tout le monde qui joue le jeu. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de nuisances autour des épiceries de nuit. Beaucoup de nuisances qui sont engendrées par ces types de commerces. Après, c'est vraiment dommage, finalement. C'est vraiment dommage. Votre conclusion, qu'est-ce que la République pour vous, Romain, Anthony Crémaillère? La République, pour moi, c'est à midi, par exemple, typiquement la République pour moi. À Kléber, il y avait un terrain vague où il devait y avoir un immeuble. On a racheté ce terrain-là pour y construire un parc. Pour y faire un parc finalement. Et aujourd'hui, la semaine dernière, je suis retourné aujourd'hui, des mamans c'était pendant le ramadan, et des mamans donnaient à manger gratuitement à des étudiants qui venaient de toute la France et qui venaient dans ce parc pour se nourrir, parce que les étudiants aujourd'hui galèrent. Et la République, c'est ça. C'est que vous avez des mamans, c'était des mamans qui étaient algériennes et qui faisaient à manger gratuitement pour des étudiants qui venaient de Tours, de Brest. Et tout le monde vivait en harmonie. C'est ça la République, c'est vivre ensemble, c'est se donner les uns les autres. Et ça, c'est la plus belle image de la République pour moi. La définition imagée d'Anthony Crémaillère, le maire des 2e et 3e arrondissements, dans Rue de la République. Il faisait ses premiers pas. Merci beaucoup d'avoir été dans notre compagnie. Merci à Léo Purguette également pour cette émission. Merci Léo. Et à la semaine prochaine. Merci.